rappelle le caractère thrombogène de la cloxacilline, flucloxacine, qui est connu, mais qui n'était pas, les professionnels de santé ne le savaient pas. Et rappelle de l'utilisation de l'eau pour préparation injectable pour diluer ces produits et pas du sérum salé. Parce que quand il y a le sérum solide, ça fait des précipitations, des cristallisations. D'accord? Donc tout ça, ça a été rappelé. Donc il y a eu la circulaire, il y a eu des mentions sur la boîte du médicament pour rappeler tout ça. Et il y a eu la révision de la notice. Donc ça, c'est pour vous dire que quand vous nous déclarez, on peut faire des actions. C'est pas toujours possible, mais on fait beaucoup de pression pour avoir les actions parce que c'est très important. Celle-là, c'était très rapide, il n'y a pas eu de problème parce que c'était quand même très très grave. Alors, on a les erreurs liées à la vitamine D. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà, on a beaucoup de néphrocalcinose chez les enfants. Et les doses reçues, c'était 600 000 unités internationales de vitamine D dans le cadre du programme national de prévention du rachitisme. Donc, c'est une dose qui n'est pas adaptée, en fait. Et donc, c'est une dose qui a été mise en place en 1956. Mais là, les choses ont changé. Il y a des laits qui sont supplémentés en vitamine D. Il y a des aliments. Donc, on ne peut plus faire ça. Donc, ce que le centre a fait, c'est qu'il a demandé au programme marocain de prévention du rachitisme d'adapter les recommandations à 200 000 unités internationales, c'est ce qui a été fait, mis sur le marché d'une forme strictement réservée à l'enfant, parce qu'il n'y avait pas, il y avait uniquement la forme 600 000 unités internationales. Donc, si on voulait administrer, il fallait donner le quart, c'est une petite ampoule, on ne peut pas donner le tiers, c'est très compliqué. Donc, on a demandé de mettre en place la spécialité avec 200 000 unités internationales et de l'intégrer dans la liste des médicaments essentiels pour qu'elle soit disponible dans les centres de santé. Alors ça, bon, là, ça aussi, on n'a pas pu l'avoir, mais bon, on l'a demandé quand même de mettre la photo pour essayer d'éviter les erreurs. Et mise en conformité de la posologie entre le programme et la notice. Parce que la notice, elle disait que c'était 600 000 unités, mais le programme 200 000 unités. Donc il fallait tout ça, il fallait avoir une harmonisation entre le RCP, la notice et le programme. Et il y a eu une circulaire qui renforce les mesures de prévention contre les risques liés au surdosage de la vitamine D. Donc là aussi, c'était des pédiatres qui nous ont déclaré ces néphrocalcinoses. Et quand on a fait la route cause analysis et la recherche de la cause profonde, on s'est rendu compte que c'est une dose qui n'est plus adaptée. Donc ça, c'est le changement du programme. Bon, ça, c'était un cas qui est arrivé, c'est l'administration de la vitamine A. C'est une administration de 200 000 unités à un nourrisson de 22 jours. Et en fait, c'était l'infirmière qui n'a pas demandé après l'âge du bébé. Donc, toujours l'enfant, il faut demander l'âge, il faut répéter, demander le poids, là aussi, parce que des fois, surtout quand ils sont tout petits, le poids, il évolue rapidement. Donc, c'est des choses où il faut insister. Donc, le risque, bon, le nourrisson n'avait rien présenté, mais les risques, c'est les troubles gastro-intestinaux, comme nausées, diarrhée, vomissements, troubles neurologiques, irritabilité, léthargie, hypertension intracrânienne, qui peut être grave, convulsions, et ça donne des fontanelles bonbons. Donc, là aussi, quand on prescrit, il faut faire attention, il faut sensibiliser le patient si on est en contact direct avec le patient. Des fois, ce n'est pas le cas, mais quand on est en contact direct, il faut insister. Il y a le problème d'illisibilité des ordonnances. Voilà, ça on a beaucoup de cas comme ça. Et ça, c'est juste un petit peu pour attirer l'attention. Donc, on a un nombre de médicaments sur le marché national qui est aux alentours de 8000 médicaments, 8000 spécialités pharmaceutiques. Donc, si on rédige comme ça, c'est très compliqué pour celui qui va délivrer. Et il y a aussi le problème de ressemblance entre les dénominations de médicaments. Je vais vous montrer quelques exemples. Et pour l'enfant, s'il vous plaît, on insiste par rapport, parce que des fois, les patients, quand ils viennent acheter le médicament, c'est le rôle du pharmacien, mais il est important de noter l'âge du patient, le poids du patient, si on peut, l'indication, mais l'âge et le poids sont très importants à mettre sur l'ordonnance pour essayer d'éviter des erreurs après. Donc, les erreurs, on a aussi les erreurs liées au médicament lui-même. Alors, c'est comme par exemple le cas de la flucloxacilline. Quand on a un médicament injectable sans les modalités de dilution, il faut s'attendre à des erreurs de dilution, il faut s'attendre à des problèmes pareils.
Donc on a les problèmes de dénomination, je vais vous présenter des exemples. Ça c'est une liste marocaine des médicaments, on appelle ça de consonance ou d'apparence similaire. Donc quand on a des noms qui se ressemblent avec une écriture illisible, voilà, c'est là, il y aura la confusion, voilà, il y aura une confusion. Alors on a eu un cas, l'ordonnance je ne l'ai pas ici, mais c'était écrit triaxon, et le médecin, ça c'est juste un exemple, on en a beaucoup, il a donné de l'endoxan, et le patient, il a eu la première injection, et après il a lu le prospectus. Maintenant nos patients sont de plus en plus, ils s'informent, ils lisent, donc il faut faire attention, donc il a lu, heureusement, et il s'est dit, pourquoi on me donne un antimitotique, pourquoi on me donne, j'ai pas de cancer, j'ai rien, et c'est là où ils se sont rendus compte. Donc, c'est passé par le pharmacien, par l'infirmier qui a administré, et c'est le patient qui a rattrapé. Donc, c'est une erreur qui a été rattrapée. Il y a eu juste une injection. On a des erreurs liées à l'emballage. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler sûrement de l'erreur qu'il y a eu au niveau de Rabat. C'était l'erreur entre ces deux médicaments. Donc, c'est le Cura et le vaccin de l'hépatite. Donc, alors là, l'erreur, alors il y a eu 6 cas, il y a eu un décès, et les autres cas, ils ont été rattrapés. Heureusement, il y avait l'antidote du rocuronium au niveau de la maternité. Et donc, ils ont pu rattraper rapidement les autres. Les Sugamax, c'est le Sugamax, voilà, heureusement, parce que s'il y avait, c'était les décès des 6. Donc c'était vraiment, c'était très important. Donc là, l'erreur n'était pas due uniquement à la ressemblance. Il y avait beaucoup de facteurs qui ont entraîné l'erreur, d'accord? Mais ça, c'est parmi les facteurs, c'est la ressemblance entre deux médicaments. Il y avait aussi le problème de mettre 2 médicaments, par exemple un vaccin, à côté d'un curare. Un curare, oui, dans une chambre froide, mais le curare doit être dans une armoire fermée parce que c'est un médicament à haut risque. D'accord? Donc ça, c'est des choses qu'on ne fait pas, alors qu'il y a des procédures au niveau international, c'est des choses qu'il faut faire pour essayer d'éviter les erreurs. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le réflexe d'a priori. J'ai un médicament à haut risque, c'est un circuit à part. Donc, suite à cette erreur, heureusement, alors bon, malheureusement pour les parents mais il y a eu quand même l'élaboration d'une stratégie nationale sur la gestion du risque du médicament au niveau hospitalier. Et donc, nous, quand on a fait nos recommandations, on était la partie du groupe d'investigation, et donc on nous a demandé de faire des actions. Donc l'action, c'était pas uniquement pour l'industrie pharmaceutique, pas au niveau de l'hôpital, mais au niveau, alors c'était avec les autres directions, donc c'était une action, c'est-à-dire les actions de minimisation du risque, c'était global, c'est-à-dire au niveau de tous les intervenants par rapport à cette erreur. Donc la direction de la population qui s'occupe des vaccins, la direction des hôpitaux, des soins ambulatoires, où là aussi on leur a demandé de chaque fois qu'il y a le curare dans un milieu, dans un service ou bien dans un hôpital, il faut qu'il y ait l'antidote, au moins pour rattraper s'il y a erreur. Alors au niveau international, ils ont mis, parce que ça c'est une erreur qui est survenue avant au niveau international. Il y a eu des décès et c'était la même erreur. Vaccin de l'hépatite B, rocuronium. Et donc c'était décrit avant. Et donc eux, ils ont choisi aussi de mettre un warning avec, c'est un agent paralysant, attention, il peut donner un arrêt respiratoire. Bon, nous on a demandé ça, mais bon, on n'a pas pu l'avoir. C'est des actions supplémentaires pour essayer d'éviter l'erreur. Alors tout de suite après, les pédiatres et puis les infirmiers nous ont envoyé cette photo de Eupenta et Evax qui sont là aussi identiques. C'est juste les 2 noms des médicaments qui sont différents. Donc ça aussi, c'est le problème de l'industrie pharmaceutique qui ne fait pas l'effort pour changer. Ils utilisent le même design et on met juste le nom du médicament, alors que ce n'est pas normal. Et c'est des recommandations internationales qui parlent de ces médicaments. Ça s'appelle Look-alike, Sound-alike. C'est des médicaments qui se ressemblent,
qui prête à confusion et on peut faire des erreurs. Donc là, je vous ai donné des cas de pédiatrie, mais pour les adultes, on a beaucoup d'exemples. On a aussi les erreurs liées à l'information relative aux médicaments. Quand on a, par exemple, deux médicaments, le cas du Primperan, du Clopram, on a des présentations différentes. Là, on a un pourcentage. Là, on a c'est 1 mg par ml. Et donc là, pour le calcul, ça prête à confusion pour le pédiatre ou bien celui qui va calculer. Donc il faut faciliter, il faut standardiser. Ça, c'est des choses qu'on demande à l'industrie pharmaceutique. Le cas du Coclucédal, ça, c'est le pharmacien qui nous déclare, il nous dit, bon, ben, le médicament, c'est juste, alors il est, voilà, je ne vois pas, j'ai oublié, mais on donne l'âge, par exemple, de 0 à 6 kilos, et puis après, de 30 kilos à plus. Et donc, il y a une marge de tranche d'âge où il n'y a pas de recommandation sur le médicament. Donc, tout ça, pourquoi je vous montre ces cas? Quand vous avez des cas comme ça, quand vous avez une aberration sur une ordonnance, vous avez sur une notice, un médicament, il faut le déclarer. Donc ça aussi, c'est des choses à déclarer, parce que si on n'avait pas ces déclarations, on ne peut pas faire des actions. Donc si vous nous déclarez, ben, on peut agir. On peut dire, voilà, il faut mettre ça, il faut enlever ça, et c'est pas clair, d'accord? Donc on ne déclare pas que quand il y a un effet indésirable, mais quand il y a un risque d'effet indésirable, il faut déclarer aussi. Alors là, je passe aux mes usages en pédiatrie qui sont fréquents dans notre contexte. On a le problème d'un médicament qui est antiparasitaire, c'est une crème qu'on utilise beaucoup dans notre contexte en mes usages pour la chute des cheveux. Donc elle est indiquée contre les poux, mais on la donne pour la chute des cheveux. On fait des applications prolongées, en principe c'est une durée limitée et on laisse 1 jour, 2 jours pour avoir une action, une efficacité. Et donc, ça donne des allergies cutanées, on a eu des édèmes palpébrales, œdème de la face, conjonctivite, trouble de la vision. Il y a eu même un cas de cécité transitoire. Donc, voilà, ça, c'est des choses où on ne se rend pas compte, mais c'est un mésusage. Et alors, bien sûr, nous, quand on fait les actions de minimisation du risque, des fois c'est réglementaire, des fois c'est des circulaires et tout, mais quand on ne peut pas, ben, on fait de la communication autour du risque. C'est quoi la communication autour du risque? C'est ce qu'on fait par exemple quand on va vers les pédiatres ou bien vers les rhumatologues. Ça dépend des spécialités, ben, on parle de tout ça pour attirer l'attention, leur attention par rapport à ces usages. On a le problème de la cyproheptadine qui dure, ça fait très longtemps. Et c'est quelque chose qui est embêtant parce que c'est un antihistaminique, c'est pas un stimulant de l'appétit. Donc il faut pas le prescrire en tant que stimulant de l'appétit. Ça donne des somnolences chez les enfants qui sont en cours d'apprentissage. Et donc ils ont un retard, ils somnolent à l'école, ils ne sont pas en bonne forme. Et on a demandé de modifier le RCP et les notices pour éliminer cette indication. Donc il n'y a plus cette indication de stimulant de l'appétit. On a demandé d'interdire les affiches et les publicités au niveau des pharmacies, stimulant de l'appétit, tout ça clair. Mais il y a toujours la prescription et le conseil par le pharmacien. C'est les deux. Et l'automédication par les parents, parce que même si on leur dit, et donc vraiment ça c'est un problème qu'on n'arrive pas à gérer, donc il faut réagir ensemble par rapport à ça. Pardon, ça c'est une répétition. Alors, comme je vous ai parlé tout à l'heure, c'est les erreurs liées aux dispositifs d'administration qui sont aussi fréquents. Donc un dispositif d'administration mal utilisé, ça peut être dangereux ou bien inefficace pour le patient. Donc les causes, c'est les erreurs par les parents, confusion de seringues, incompréhension des modalités d'utilisation du dispositif, surtout quand il est compliqué à utiliser, double graduation, par exemple on fait une graduation par-ci, une graduation par-là, manque de lisibilité, tout ça c'est des choses qu'il faut déclarer. Quand vous voyez que le patient se trompe la première fois, deuxième fois, et les parents vous en parlent, on dit ben, j'ai pas compris, ben, il faut en parler au centre pour essayer de réagir par rapport à ça. Bon, quand c'est des médicaments, il n'y a pas de risque, c'est pas grave, mais quand c'est un anti-épileptique, un médicament, là on est dans les effets indésirables qui sont graves. Donc, et bien sûr, il faut conseiller le patient pour conserver les dispositifs d'administration avec le médicament. En cas de doute, il faut demander à un professionnel de santé. Et il faut lire la notice, mais malheureusement, on a le problème d'un analphabétisme dans notre contexte.
Donc ça, c'est pour résumer. Alors, les alertes qu'on a générées au niveau du centre, on a généré 10 alertes qui ont nécessité des mesures réglementaires. Ça, c'est pour tous les âges, c'est-à-dire toute la base de données. 5 ont concerné la population pédiatrique. C'est juste pour vous dire que vraiment la part de la pédiatrie est très importante. Alors, pour les signaux qui ont nécessité une communication autour du risque, 6 sur 12, là aussi 50% ont concerné la population pédiatrique. Et pour les cas de mésusage, là aussi, on a 2 qui ont concerné l'enfant. C'est la cyproheptadine et la crème anti. C'est juste pour dire que la population pédiatrique, elle est sujette aux erreurs, aux mésusages, aux effets indésirables. Il faut déclarer, il faut travailler en collaboration pour essayer d'éviter ces problèmes. Donc, l'exemple de communication autour du risque, quand je dis communication autour du risque, c'est par rapport aux professionnels de santé, c'est que le centre de pharmacovigilance, il participe à la formation initiale au niveau de Rabat. Et là, maintenant, on travaille beaucoup avec les autres CHU pour... en fait, ils sont devenus nos correspondants de pharmacovigilance et on leur demande d'introduire la pharmacovigilance, la gestion du risque médicamenteux dans la formation initiale. Aussi dans la formation continue. On a un bulletin d'information, on a depuis 2000, alors on l'a depuis très longtemps, mais là, au niveau de DoctiNews, on a toujours une page qui est directe du CAPM, où on met tout ce qu'on a reçu comme alerte, tout ce qu'on fait comme communication autour du risque, a priori, a posteriori. Par exemple, quand on a une erreur qui survient au niveau international qui a entraîné le décès, tout de suite, on la met dans cette revue pour attirer l'attention des professionnels de santé pour essayer de l'éviter avant. Alors, bien sûr, on participe aux congrès, aux conférences, aux journées thématiques, sur les vigilances liées aux médicaments et produits de santé, aussi dans les médias pour les professionnels de santé, mais pour le patient, on parle beaucoup quand on intervient sur l'automédication et l'observance au traitement. Donc, pour les recommandations, je dirais que la prévention des risques liés à la prise en charge médicamenteuse, c'est une responsabilité partagée de tous les acteurs de la santé, prescripteurs, pharmaciens, personnel paramédical, mais aussi les décideurs, l'industrie pharmaceutique, les associations médicales, les sociétés savantes. Et donc là, je remercie infiniment les organisateurs d'avoir choisi ce thème pour nous donner l'occasion de venir et de vous en parler. Et le patient aussi, alors tout ça, ce qu'on fait en tant que professionnel de santé, c'est pour le patient. Donc le patient aussi, c'est un acteur incontournable. Il faut l'impliquer de plus en plus dans sa prise en charge médicamenteuse. Il faut lui parler, il faut lui expliquer pour qu'il soit adhérent à tout ce que vous allez lui prescrire ou bien lui donner comme conseil. Donc, rapidement, je sais que vous faites ça, je sais que nos professionnels de santé, ils font leur maximum, mais quand même, on va faire des petits rappels, c'est qu'il faut toujours avoir l'âge de l'enfant et son poids, le peser sur le champ, comme ça on est sûr du poids, parce que les parents, des fois, se trompent. Il faut demander les antécédents médicaux et les comorbidités de l'enfant. Les antécédents d'allergie médicamenteuse, c'est très important parce que des fois on ne pose pas la question et l'enfant il a une allergie. On prescrit un médicament qui peut être dangereux, même parfois fatal. Il faut connaître tous les médicaments qui sont pris par l'enfant. D'accord ? Il faut insister auprès des parents. Et en cas de fièvre, avant de prescrire, savoir qu'est-ce qu'il a eu comme prise avant la consultation. Parce que des fois, il prend du paracétamol ou bien de l'ibuprofène et le pédiatre ou bien le prescripteur, il va lui represcrire et lui, il va prendre et le paracétamol qu'il prenait avant et celui-là. Donc là, c'est des choses qu'il faut insister. Alors, lors de la prescription, vous avez vu les exemples, il faut une ordonnance lisible, de préférence informatisée, mentionner obligatoirement pour le poids de l'enfant, l'âge, la surface corporelle, ça dépend des médicaments, c'est juste, par exemple, les anticancéreux, c'est important, mais ce n'est pas tous les médicaments. Il faut formuler des prescriptions avec toute la clarté indispensable, nom du médicament, la forme galénique, il faut la préciser, dose, concentration, la posologie, il faut qu'elle soit claire, la durée du traitement est très importante et il faut éviter les abréviations.
Alors, lors de la prescription pour les médicaments administrés par voie injectable, il faut fournir, surtout au niveau hospitalier, fournir les protocoles thérapeutiques médicamenteux par l'administration. Il faut donner les modalités de dilution, il faut que ça soit à la portée de tout le monde, avec le solvant, le volume, la voie d'administration, il faut la préciser, le rythme d'administration aussi. Il faut faire une double vérification pour le calcul des doses des médicaments à haut risque, par exemple l'insuline, le chlorure de potassium, quoi d'autre comme médicaments qui sont à haut risque, les anticancéreux, tout ça, il faut une double vérification de la dose pour, et d'où l'intérêt d'avoir un pharmacien, parce que s'il y a un pharmacien, c'est son travail, il le fait maintenant. De plus en plus, on recommande d'avoir des pharmaciens dans les hôpitaux, pour essayer d'éviter ces erreurs. Et il faut avoir des guides d'administration des médicaments injectables. Alors lors de la prescription et quand on donne cette ordonnance aux parents, ben, il faut s'assurer de la compréhension du traitement. Il faut dire la voie d'administration parce qu'on donne le collier et on le met au niveau auriculaire au niveau oculaire. Donc tout ça, il faut expliquer. Le rythme d'administration, il faut l'expliquer quand même. Je sais que les pédiatres, tous les médecins, ils ont beaucoup de charges, mais ça, c'est les recommandations internationales. Il faut expliquer doublement aux patients. Une attention particulière pour les médicaments à marge thérapeutique étroite, comme la théophiline, par exemple. Les posologies particulières, on a vu le problème de l'azithromycine et des corticoïdes qui est très récurrent chez nous. Pour les antibiotiques, on a le risque de résistance, donc il faut insister sur l'importance de terminer le traitement, inscrire la date d'ouverture sur le flacon, respecter les conditions de conservation. Tout ça, c'est des choses... là, on a un groupe WhatsApp avec des médecins et on nous dit, voilà, ce flacon, il a viré. Ben, la première question, c'était de dire où il a été conservé. Ben, elle me dit, ben, à l'air ambiant, ben, c'est normal qu'il va virer. Donc ça, c'est des choses qu'on oublie de préciser, mais c'est important. Donc là, c'est au niveau international, l'OMS, elle a lancé un défi, un challenge, c'est Medication Without Harm, c'est-à-dire avoir une prise médicamenteuse sans préjudice. Et donc, ils ont fait une affiche pour le patient. C'est avant de prendre votre médicament, il faut connaître son médicament. Même le patient, il faut l'impliquer. C'est pour dire que le patient, c'est important de lui parler, de communiquer avec lui. Il faut savoir la dose et quand est-ce qu'il faut prendre ton médicament. Et quand vous avez des doutes, il y a votre professionnel de santé, il faut le contacter. Alors même pour les professionnels de santé, ben, quand vous prescrivez un médicament, il faut bien le connaître. Il faut donner la bonne dose, le bon médicament, par la bonne voie, au bon moment. Et il faut discuter avec votre patient et s'assurer qu'il a bien compris son traitement. Donc tout ça, c'est un challenge qui a été lancé pour essayer d'éviter les erreurs médicamenteuses, les événements indésirables qui sont évitables. Donc lors du suivi du patient, là aussi c'est important, il faut demander sur l'efficacité, est-ce que ça va, vous vous sentez bien, est-ce que l'enfant s'améliore. Donc si ça ne s'améliore pas, il faut penser au problème de sous-dosage, peut-être que c'est un sous-dosage. Pour la tolérance, les effets indésirables, on connaît, il y a des signes de surdosage, donc il faut les suivre. S'il y a un signe de surdosage, ben, ça veut dire que peut-être qu'il y a un problème de prise, peut-être qu'il prend plus de doses, d'accord? Donc il faut poser. Et le problème aussi d'observance, est-ce qu'il prend bien son traitement? Donc là, je vais bien sûr insister sur l'importance, la déclaration des événements indésirables médicamenteux, c'est une obligation éthique. Donc il faut déclarer tous les effets indésirables dans les conditions conformes et non conformes, mais surtout, s'il vous plaît, les effets indésirables médicamenteux graves et évitables, c'est-à-dire qui sont dus à une erreur lors de la prise, à un mésusage, un abus. Il faut, quand c'est évitable, on peut faire des actions de minimisation de risque plus rapidement. Alors le centre, vous avez là le numéro, c'est le 0801 30 180. Vous avez un médecin au bout du fil qui répond à votre requête. Alors nous, bien sûr, c'est le centre antipoison de pharmacovigilance, donc les cas d'intoxication, mais aussi les cas d'effets indésirables médicamenteux, erreurs, problèmes de qualité, tout ça. Donc c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc l'apport de la pharmacovigilance, quand vous appelez, c'est vous donner une conduite à tenir, qu'est-ce qu'il faut faire. Pour les erreurs médicamenteuses récurrentes et pour tout ce qui est évitable, on va identifier les causes
de l'erreur en collaboration avec vous et avec vos collaborateurs. Et on va essayer de mettre en place des mesures correctrices et préventives pour éviter leur survenue. Et on va diffuser l'information et le partage d'expériences qui sont importants pour essayer d'éviter ça partout au niveau national, mais pas au niveau uniquement de cette structure. Donc en conclusion, la sécurisation du circuit du médicament est un enjeu de santé publique, bien sûr. Il faut améliorer les connaissances des professionnels de santé, insister sur l'éducation et la formation, développer la culture de gestion du risque dans les établissements de santé. On n'a pas cette culture, il faut parler de la culture de la sécurité des patients. Développer la communication et le travail d'équipe interdisciplinaire, promouvoir une culture de déclaration des effets indésirables et un apprentissage par cas. Quand on a un cas d'erreur, d'effets indésirables, il faut s'asseoir ensemble, discuter pour avoir des leçons pour améliorer. Et il faut impliquer le patient dans sa prise en charge médicamenteuse. Donc juste, je terminerai par un petit mot. Alors, le 19 septembre 2019, il y a eu la célébration de la première journée mondiale de la sécurité du patient. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. Malheureusement, mais bon, là, c'est l'occasion. Donc, ça, c'est une journée qui a été mise en place parce qu'on voit que les médicaments, ils sont à l'origine de beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes. Donc, l'OMS, elle a instauré une journée spéciale pour cette sécurité du patient. Il y a eu des affiches par le centre, on a parlé dans les médias, on a fait des actions avec les hôpitaux. Mais bon, on ne pouvait pas faire au niveau national. Mais bon, voilà, c'est l'occasion pour vous dire que votre présentation étant bien dans le mois de septembre, avec le mois de la sécurité des patients. Donc vraiment, vous avez fait le bon choix, la bonne année, c'est-à-dire c'était l'année de la sécurité du patient. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention. C'est juste le site web du CAPM si vous avez besoin de plus d'informations sur le centre en général. Voilà, merci. Merci. Application des résultats chez l'adulte, chez l'enfant. C'est ça le problème. En fait, c'est des modélisations qui permettent d'avoir cette utilisation pour l'enfant en fonction du poids. Mais c'est des modèles qui font ça parce que chez l'enfant, les enfants, maintenant il y a quelques essais cliniques qui incluent l'enfant, mais c'est pour les maladies rares, pour des cas très particuliers. Mais en général, l'enfant, la femme enceinte, le sujet âgé, ils sont tous exclus des essais cliniques. C'est le point de vue éthique. Deux petites interrogations. La première concernant, vos pharmaciens sans prétendre à la généralisation, la plupart du temps, non seulement ils livrent des produits comme ça, maintenant ils se substituent carrément aux médecins, dans la mesure où ils ne se contentent plus de prendre une tension, de l'évaluer, de faire une glycémie dans leur officine, de donner un